Avant de commencer cette vidéo, je tiens à prévenir que bien que cette vidéo soit destinée à tout public, puisque je vais y enlever les éléments offensants, enfin les éléments vraiment offensants, vraiment choquants, le manga que je vais présenter n'est pas destiné à tout public. D'après l'éditeur Kiyun, c'est destiné à un public averti. Pour ma part, je le déconseillerais formellement, non, même moi, pour ma part, je l'interdirais aux personnes mineures ou aux personnes sensibles. Voilà, vous êtes prévenus, n'allez pas le lire si vous êtes sensible, parce que c'est choquant, c'est violent, comme je vais l'expliquer dans la vidéo. C'est parti. Salut, bienvenue sur Critique Mage. Aujourd'hui, on va parler de Wolfsmund, je sais pas comment ça se dit, moi je dirais Wolfsmund, et tant pis si j'écorche le nom, voilà. Wolfsmund est un seinen de 8 tomes, publié de février 2009 à octobre 2016 au Japon, chez nous aux éditions Kiyun, et le dernier tome est sorti aux éditions Kiyun en mars 2017, donc autant dire que je l'ai lu relativement récemment. L'auteur du manga se prénomme Mitsuhisa Kuji. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, je pense pas, pour la plupart d'entre vous, et c'est normal. Moi non plus, ça ne me disait absolument rien, je ne connaissais absolument pas cet auteur, mais... Kiyun a vachement axé son marketing sur le fait que Mitsuhisa Kuji soit un ancien assistant de Kentaro Miura. Kentaro Miura qui est l'auteur de Berserk. Donc voilà, ils ont pas mal martelé ça, et moi, en bon pigeon que je suis, un bon petit pigeon, j'ai acheté, voilà, un bon petit pigeon qui se fait avoir parce que je me suis dit ouais, Kentaro Miura, ouais, trop cool, allez, on va tester, etc. Et je regrette pas du tout mon achat, je regrette pas du tout d'avoir fait mon pigeon parce que j'ai passé vraiment un bon moment et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui à travers cette petite critique mage. Voilà. L'histoire se passe en l'an environ 1300 par là, début 14e siècle quoi, dans l'Europe occidentale, ce qui est assez surprenant pour un manga, dans un lieu qui a vraiment existé, en fait, c'est un manga qui mélange la réalité historique à la fiction, voilà. En gros, on est en Europe, vers l'an 1300. Donc voilà la petite carte que nous montre ce manga, voilà, et en gros, on est au niveau des Alpes, et on a une chaîne de montagnes qui sépare donc l'Italie de l'Empire germanique en gros. Et le seul truc qui permet de traverser, d'aller de l'un à l'autre, ça s'appelle le col de Saint-Gothard. Ça existe, ça existe vraiment, donnez voilà une photo, voilà, c'est pas un truc inventé, Et, en gros, t'as 3 régions qui se sont alliées, donc là je vous les montre, Schwyz, Uri et Unterwald, je sais pas comment ça se prononce, sûrement comme ça, qui se sont alliées pour donner la confédération des 3 cantons. Ça existe vraiment, ça a vraiment existé, voilà, et en gros, à cette époque-là, suite à cette alliance, après cette alliance, t'as les Habsbourg, donc en gros l'Autriche quoi, qui a envahi les 3 cantons, les a oppressés, les a défoncés quoi, et voilà. Et en gros, l'histoire de Wolfsmund, c'est l'histoire de gens qui souhaitent passer de la confédération des 3 cantons, donc les survivants suite à l'invasion et à l'oppression de l'Autriche, qui souhaitent passer de là où ils sont les 3 cantons, en Italie. En gros c'est ça, voilà. Alors soit pour se réfugier, soit pour organiser une rébellion, etc. C'est ça l'histoire. Et le titre du manga, Wolfsmund, vient du fait qu'en fait, il y a une forteresse, alors a priori imaginaire, parce que je suis pas historien, j'y connais pas grand chose, mais je ne crois pas que ça existe, donc ça par contre je pense que c'est de la fiction, une forteresse nommée Wolfsmund en fait, sur le passage là qui permet de passer les frontières en gros. Donc voilà, c'est ça Wolfsmund, c'est la forteresse. La forteresse qui est bien sûr gardée par le camp des Autrichiens, le camp des entre guillemets méchants dans l'histoire. Donc voilà, l'histoire de Wolfsmund en fait se concentre sur des gens qui vont tenter de passer en général de l'autre côté de la frontière en passant par cette forteresse gardée par des méchants. Voilà, j'ai pas pu faire plus court parce que je savais pas trop comment expliquer, c'est assez complexe comme intrigue donc voilà. En gros ce qu'il faut retenir pour être tout con, t'as des gens qui sont là, ils veulent aller là, ils sont bloqués par ça. Voilà. Et ils vont tenter de passer le ça. Voilà. Et donc, l'impression que j'ai de ce manga, en fait, c'est qu'il est hyper surprenant, et vraiment imprévisible, Ceux qui me suivent savent que j'aime le côté imprévisible des mangas, parce qu'en général, je prévois les mangas beaucoup, même les œuvres en général, mais avec Wolfsmund, je sais pas comment ça se dit, je me suis beaucoup fait avoir, parce que j'ai pas prévu grand chose, c'est hyper imprévisible. En fait, l'histoire, et là, je vais devoir vous spoiler un petit peu, malheureusement, la construction du récit, du moins sur les premiers tomes, l'histoire se concentre en fait sur une succession de petites histoires de personnes qui vont tenter de passer Wolfsmund là pour descendre en Italie. Donc on va avoir plusieurs chapitres, à chaque fois une petite histoire fera plusieurs chapitres. Donc voilà, ce sont en fait des petites histoires qui paraissent individuelles, de gens qui vont essayer de passer la frontière, mais qui au final amènent en fait à une grande histoire, ça qui est bien foutu, et voilà. Mais pour passer cette frontière, ils doivent passer par la forteresse de Wolfsmund, voilà, gardée par les ennemis, et au sein de cette forteresse se tient l'antagoniste principal, j'ai nommé
plutôt Wolfram, parce que c'est plutôt de l'allemand. Bref, Wolfram, voilà. Ça, c'est l'antagoniste qui garde la forteresse, gardée par les ennemis, et qui empêche les gens, en fait, de passer. Et donc, les personnages qui vont tenter de passer vont devoir essayer de trouver des petits stratagèmes, des petits subterfuges, pour tenter de passer la forteresse. Donc, en fait, l'histoire se concentre, les premiers chapitres, sur ces petites historiettes de gens qui vont essayer de passer. Et ce qu'on peut dire, c'est que la frontière, tu la passes pas comme ça, quoi. C'est gardé méchamment, c'est vraiment très méchant. Et j'en viens en fait à l'univers du manga. L'univers du manga, il est terriblement méchant, terriblement gore, terriblement sanglant. C'est pour ça que je le déconseille aux mineurs, comme dit au début de la vidéo. C'est très 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 violent. C'est pas la même violence que Berserk, mais c'est quand même très violent. Parce que le Wolfram, là, il va pas hésiter à inventer des tonnes de manières de torturer physiquement et psychologiquement les gens qui veulent passer la frontière, pour les faire avouer qu'ils ont un but précis, par exemple, de monter une rébellion contre l'Autriche, etc. C'est très 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 violent. Donc, on va avoir des scènes de... Bah tiens, regardez la première page, là, t'ouvres le manga, première page, bim, on pose la tête du mec, bim, le coup sur la gueule qui va bien. Voilà. Ça annonce la couleur, ça vous dit à quoi vous attendre, hein. Parce qu'il y a il y a des meurtres, il y a des viols. Alors pas forcément des viols au sens propre, parce qu'au sens propre, tout le monde pense viol, c'est pénis dans vagin. Mais viol au sens pénal, où ça peut être des objets, hein. Par exemple, au sens pénal du terme, si tu mets un doigt sans consentement, c'est un viol. Voilà. Des tortures d'enfants, viols d'enfants, des barbaries sans nom, du sang qui gicle de partout, mais c'est juste ignoble. C'est un univers délicieusement macabre, je trouve. Voilà. Et en fait, ce qui est terrible avec cet univers, c'est qu'il fait beaucoup réaliste, dans le sens où c'est quand même inspiré de faits réels. Alors, pas tout, hein, il y a pas mal de fiction, mais c'est quand même historiquement une période qui a vraiment existé, plus ou moins, et dans laquelle on trouve des gens ayant vraiment existé. Par exemple, Léopold Ier d'Autriche, ou Léopold Ier de Habsbourg, qui est en gros le chef des méchants dans le manga, il a vraiment existé. Voilà, puis t'as des personnages connus par tous, par exemple, on verra Guillaume Tell durant le manga. Voilà. Donc, contrairement à un manga qui serait gore comme Berserk, je compare à Berserk parce que ça donne un assistant de Berserk. Berserk fait du gore, mais dans de l'imaginaire, avec des monstres, etc. Là, ça c'est du gore, mais avec des humains, et ils font des choses qu'il est physiquement possible de faire. Avec une mention spéciale pour une scène qui m'a vraiment tellement mis mal à l'aise, mais vraiment, voilà, je vous montre une indication, ceux qui n'ont pas eu le manga comprendront pas, ceux qui ont lu le manga sauront de quoi je parle, mais ça j'en revenais pas, quoi, c'est juste, c'est une horreur, et c'est vraiment choquant, hein. Moi qui ai vu toutes sortes d'horreurs dans ma vie, je peux vous dire que là, j'ai trouvé ça vraiment choquant, bien que ce soit qu'un manga. Donc, on a un univers vraiment plaisant pour quiconque aime les trucs un peu macabres. Et quant à l'histoire, parce que j'en ai dit 2 mots tout à l'heure, elle est structurée bizarrement, parce qu'il y a des petites histoires que je vous ai décrites au début de qui va passer la frontière, et en vous spoilant un peu, il y en a plein, qui vont échouer lamentablement, qui vont se faire assassiner sauvagement par Wolfram et ses hommes. T'en as qui vont réussir, t'en as qui vont rater, t'en as beaucoup qui vont rater, et en fait, le manga se concentre au début sur ça, sur des petites histoires comme ça, pour au final, en fait, t'amener à... Bon, faut que je vous dise, ça va un peu spoiler la structure du récit, mais à une grande histoire, et surtout des grandes batailles, en fait, où, en fait, t'as la Confédération des Trois Cantons qui va tenter de se rebeller et de retrouver un peu son indépendance. Donc voilà comment est structuré le récit, et c'est assez imprévisible, parce que tu sais pas qui va passer la frontière, et t'es pas censé savoir quelle tournure va prendre le récit, parce que les premiers tomes se concentrent sur des petites histoires, puis après, ça prend une ampleur avec des grosses batailles, etc. Du coup, je vous ai un peu spoilé, mais bon, ça vous gâchera pas vraiment le plaisir du manga. Et donc maintenant, on va passer aux personnages, et les personnages, y a pas de personnage principal en fait, du côté des gentils en tout cas. Tu sais pas à qui tu peux t'attacher, parce qu'en fait, ce qui est terrible dans ce manga, c'est que tout le monde peut mourir, un peu à la Game of Thrones, tu vois. Et des personnages que tu vas penser être le héros, quelques chapitres plus tard, capoute, a plus de tête. Voilà. Et comme ce sont des petites histoires au début, tu sais pas trop qui est le personnage principal, t'en as pas vraiment. T'as peut-être, la patronne de l'auberge qui se distingue un petit peu, qui reste en trame de fond, mais t'as pas de personnage principal, et même, après, plus tard dans le manga, t'as un personnage qui revient plus, je vais pas dire qui, parce que ce serait spoilé, parce qu'en fait, à vous de vous faire l'idée de qui va mourir, qui va pas mourir, mais t'as un personnage, effectivement, qu'on voit plus, le personnage parmi les gentils qu'on voit le plus dans les mangas, donc ceux qui ont lu le manga sauront de qui je parle, mais à part ça, t'as pas vraiment de personnage principal, donc voilà, ça c'est assez troublant, mais c'est assez surprenant, et c'est agréablement surprenant, et franchement, je kiffe, voilà. Ça change, enfin, du énième clone de Goku, j'exagère. En fait, le héros, ce serait limite...
ce serait limite Wolfram, l'antagoniste principal, parce que c'est lui le personnage le plus constant, qu'on voit le plus, et en fait on prend un malin plaisir sadique, en tout cas moi c'est ce que ça m'a fait ressentir, c'est que je suis un gros sadique, on prend un malin plaisir à voir quel stratagème Wolfram va utiliser pour démasquer les gens qui veulent se rendre de l'autre côté de la frontière, qui veulent passer Wolfsmund. C'est sadique, mais il est tellement pervers ce personnage, et je vais m'attarder un petit peu sur lui. Ce personnage en fait c'est un concentré de perversion, de manipulateur, et il arrive toujours à surprendre les protagonistes qui essaient de passer, il arrive toujours à nous surprendre, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Mais il y a peut-être des petits défauts pour moi, déjà outre le fait qu'il soit brun au début du manga et que quelques pages plus tard, quelques chapitres plus tard, il se transforme en, je sais pas, en blond je pense, les cheveux blancs là, blanc, bleu, enfin bref, c'est un peu bizarre qu'il passe dans le manga en tout cas de la couleur noire à la couleur blanche, mais ce personnage, allez, dis-moi que tu l'as reconnu, allez, physiquement, à qui il ressemble, hein? Il ressemble à Chimaru, ouais, Chimalugin, ouais, dans Bleach, ouais, c'est quasiment le même personnage. Que ce soit physiquement déjà, le fait qu'il soit toujours avec les yeux à moitié fermés, toujours souriant mais un sourire vicieux, tu sais pas ce qu'il pense, et qu'il ouvre ses yeux que dans les moments importants, physiquement c'est la même chose. L'air toujours détendu, etc., mais tu sais pas ce qui se complote derrière ce petit regard fermé, ce petit regard pseudo-joyeux là, voilà. Et le petit côté manipulateur, qui va bien avec, le petit côté on sait jamais ce qu'il pense, le petit côté je suis un méchant, et alors là je peux pas trop dire parce que ça spoilerait Bleach, mais Wolfram il entretient une relation avec son chef là, Léopold, un peu similaire à la relation qu'entretient Ichimaru avec un autre personnage de Bleach. Voilà, je dis pas lequel pour pas spoiler pour les quelques grotteux qui savent pas de qui je parle. Voilà, franchement ce personnage ressemble beaucoup trop à Ichimaru, c'est dommage parce que ça fait un côté le personnage pas inédit je trouve. Même s'il est bien, même s'il est agréable à suivre dans ce manga, quand t'as lu Bleach, tu dis voilà quoi, ça pue la grosse inspiration, limite le plagiat quoi, c'est dommage. Sinon, voilà, les personnages, ils sont plutôt bien construits, en tout cas le temps que dure leur histoire, parce que leur histoire est souvent courte, parce que tu sais pas qui va mourir, qui va survivre. Voilà, pour les personnages. Maintenant, on va passer au côté technique, parce que j'ai plus grand chose d'autre à dire sur le manga. Je vous laisse le plaisir de découvrir par vous-même la structure du récit et les personnages, parce que c'est un manga que je vous conseille, et franchement, j'ai pris du plaisir, parce que il est malsain, mais c'est une histoire qui est bien construite au final. Donc voilà, hein. Donc, côté technique. On va parler de dessin, hein, parce que l'argument, ouais, assistante de Kentaro Miura, etc. C'est pas du tout comme Berserk, ça a rien à voir. Voilà, ça s'est dit, personnellement, si je n'étais pas au courant avant de lire le manga qu'il s'agissait d'un assistant de l'auteur de Berserk, je me serais pas rendu compte, quoi, j'aurais pas su, voilà. Il y a peut-être une similitude avec Kentaro Miura, mais ça j'en parle pas parce que je compte en parler quand je parlerai de Berserk un jour. Si j'en parle un jour, c'est critique, moi je n'ai pas fini d'ici là. Le dessin, c'est pas du tout le même. Ce qui est assez surprenant, c'est que par exemple, les personnages masculins, ils ont pour beaucoup des visages allongés avec un menton ovale, tu vois. Ce qui est un peu contradictoire avec des signes de virilité qui sont plutôt des mâchoires carrées. Ça leur donne limite un aspect bichounen, un peu comme mec de shoujo, j'exagère. Ça fait un peu spécial. Et dans le dessin des personnages, il y a quelque chose d'assez surprenant, c'est qu'il y a un côté assez réaliste. La forme du visage paraît plutôt réaliste, hormis les mecs qui ont des visages allongés et bichounen. T'as des mecs qui ont un visage qui a des proportions plutôt réalistes, enfin un dessin plutôt dans le type de dessin réaliste, mais qui ont quand même des yeux de manga, hein, des yeux type propre au manga que tout le monde connaît, voilà, les codes du manga, ce qui donne une sorte de différence, un contraste assez drôle, je trouve, voilà. Sinon, dans les proportions des corps, les femmes, elles ont toutes des gros nichons, quasiment, et les hommes, ils sont plutôt minces, ce qui est assez surprenant, parce que, à l'époque, enfin, d'après l'image que j'en ai, ils étaient sacrément costauds, alors là, ils sont plutôt minces, en fait, et les muscles sont pas hyper bien dessinés, bien représentés, même à travers les vêtements. Voilà. Mais sinon, graphiquement, ça tient le coup, c'est pas mal. Il y a juste les arrière-plans, qui sont assez spéciales, t'as l'impression d'un dessin vraiment enfantin, je trouve. Alors, autant il n'y a pas d'erreur dans les perspectives, enfin, pas à mes yeux, mais t'as l'impression que, des fois, dans la façon d'être, c'est limite dessiné par un enfant. J'exagère, hein, parce que je serais pas capable d'en faire autant, mais voilà, c'est assez particulier. Donc voilà, un dessin qui contraste avec le caractère sanglant et gore du manga, je trouve, parce que le dessin n'est pas hyper réaliste, ça fait un petit décalage, ça fait à côté amusant, ça rend la lecture, je trouve, inédite, un petit plaisir un peu inédit, donc voilà, c'est sympathique. Maintenant, on va passer au découpage. Le découpage, il y a franchement pas de grosse maladresse, c'est bien foutu, avec souvent des rappels des cartes, genre dans des batailles, t'as les deux camps en présence, etc. C'est bien foutu, voilà.
Dans les dialogues, c'est bien foutu. T'as quelques petites maladresses, notamment lors de quelques combats, mais c'est occasionnel où c'est pas très clair. Par exemple, là, je vous montre. Moi, je comprends pas trop. Là, le mec, chevalier là, à droite, il a le pied sur la lance de l'autre. L'autre, la case d'après, on sait pas ce qu'il fait. Là, il a l'air surpris. On sait pas. Je sais pas trop à quoi elle sert cette case. Après, il fait une sorte de roulade arrière. Alors, tu sais pas si c'est une roulade arrière ou s'il essaie de se relever, tu vois, genre dans les films de kung-fu qui font comme ça. Et après, t'as l'autre mec qui frappe. La case d'après, je comprends pas trop ce que c'est. Tu vois la tête du mec là qui faisait la roulade là. Je sais pas trop ce qui se passe. Après, l'autre il est à plat dos, il est quasiment à plat dos, tu sais pas trop quoi. Et puis après, là, 2 cases plus tard, il est sur les genoux de l'autre côté. Enfin, il s'est relevé. Enfin, je comprends pas. Voilà, c'est pas très très clair. Voilà, ce genre de page, voilà, anecdotique, qui rend la lecture un peu moins agréable. Bon, voilà. Concernant le découpage par rapport aux batailles, un petit regret, c'est qu'il y a très très peu de vues d'ensemble. Contrairement à Berserk par exemple, où t'as des grosses vues d'ensemble, où tu vois plein de choses. Là, ce sont des petites cases où t'as peu de vues d'ensemble. Alors d'un côté, c'est pas mal, parce que les batailles sont intenses. Donc voilà. On va pas s'attarder sur la beauté des champs de bataille, etc. Mais, ça fait moins beau. Ça fait moins beau. Donc après, c'est une question de goût, on aime ou on n'aime pas. Et, la raison, c'est que techniquement, tout le monde ne peut pas faire comme Kentaro Miura, à mettre 3 ans pour créer un tome. Voilà, on peut pas faire des planches aussi détaillées que lui. Donc voilà, il y a très très peu de plans des armées en général en fait. Du coup, tu te rends pas compte de l'ampleur du nombre de soldats. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est un peu dommage. Et voilà, sinon les actions sont bien décrites, les batailles sont limite épiques, prenantes. Donc voilà, c'est vraiment agréable. Avec le manga qui se termine sur une bataille historique qui a vraiment existé, qui a vraiment eu lieu, et pour laquelle l'auteur donne sa vision des choses, son interprétation de cette bataille. Et voilà, c'est assez plaisant, parce que c'est une bataille qui a vraiment existé. Je dirais pas laquelle, parce qu'il y a peut-être quelques historiens ici qui m'écoutent, et qui sauront, du coup, ça spoilera le manga, mais ils se rendront compte en lisant le manga. Voilà. Découpage, quelques petites imperfections, mais sinon c'est plutôt du bon dans l'ensemble, voire du très bon, les batailles sont prenantes, voilà. Maintenant, petit quiz surprise, parce que je vous ai mâché le travail. Je vais vous montrer une double page. Et vous allez me dire qu'est-ce que vous remarquez sur le découpage. Voilà. Allez. Alors je vous replace l'histoire. Ils sont dans un couloir étroit, à la recherche de quelque chose. Voilà. J'ai masqué les visages pour pas que vous sachiez qui est là, parce que ce sont peut-être des gens qui ont survécu, alors que je veux pas que vous soyez spoilés, que vous sachiez qui a survécu au passage de la forteresse de Wolfsmoon, etc. Donc voilà. Je vous donne ces cases. Ils sont dans un couloir à la recherche de quelque chose. Qu'est-ce que le découpage exprime? Allez, vous réfléchissez. Je vous laisse quelques secondes. Allez, c'est uniquement le découpage, pas le contenu des cases. La forme des cases, leur nombre. Alors voilà, ce qu'il faut dire, j'espère que vous avez su répondre quelque chose, c'est que le contexte, ils sont dans un couloir étroit. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de petites cases sur ces doubles pages-là. Beaucoup de petites cases. Donc le fait que ce soit des toutes petites cases, qu'elles soient nombreuses, qu'il n'y ait pas de grosses vues d'ensemble, ça renforce en fait ce sentiment d'oppression, pas de claustrophobie, mais qu'on est dans un espace clos, qu'on est serré, etc. Le fait que les cases soient nombreuses et petites, ça fait que quand on lit la page, quand on lit le manga, quand on lit la double page, on se sent aussi, nous, à l'étroit, on se sent un peu serré par les petites cases, voilà. D'où l'intérêt de lire en double page pour analyser un découpage, parce que lire des scans, c'est gentil, mais ça permet pas d'apprécier pleinement les mangas. Voilà. Normalement, c'est ce que je pense, ça représente ça. Je sais pas si c'est volontaire ou pas, je pense que c'est volontaire, mais ça représente ça, et c'est comme ça qu'on analyse en gros un découpage. Alors j'espère que ceux qui me suivent depuis un bail ont trouvé la réponse, parce que sinon, c'est qu'il y a un problème, parce que quand même je cherche, critiquement je fais ça, c'est que je cherche à vous transmettre des choses quand même, voilà. Si vous n'avez pas su, vous allez regarder ma vidéo sur Angel Sanctuary, parce que c'est exactement ce que je dis dans la vidéo sur Angel Sanctuary, donc voilà, mémorisez un petit peu ce que je dis, c'est pas que de la merde, je dis pas que de la merde, même si des fois je fais le con, je dis pas que de la merde. Voilà, globalement, un côté technique, un découpage maîtrisé. Maintenant, j'en ai fini avec les critiques de ce manga, c'est un très bon manga, voilà, c'est pas le manga du siècle, même s'il est très marquant par son côté gore, comme j'ai dit, il y a du viol, torture, etc., il y a du sexe aussi, du sexe consentant, il y a du sang, il y a des brûlures, il y a tout ce que tu veux, c'est ultra violent. J'ai passé un bon moment, c'est pas le manga du siècle qui va me marquer à jamais, c'est pas le meilleur manga du monde, c'est un bon manga, voire un très bon manga, que je vous conseille si vous cherchez une petite lecture de ce style. Voilà, pour moi vous serez pas dessus parce que je vous ai présenté les tenants et les aboutissants, voilà, il y a pas réellement de points faibles, peut-être quelques points de défaut technique mais très légers, mais voilà, je pense pas que le commun des mortels va être capable d'identifier ça, ouais, je suis au-dessus du commun des mortels. Ouais.
Voilà, sinon il y a peut-être un petit côté un peu surprenant, voilà, on s'y perd un petit peu parce que la structure du récit est bizarre. Voilà, le manga est un peu court, mais je trouve que c'est la bonne longueur. Peut-être une chute de tension vers le 6e tome, hein, il y a une grosse chute de tension je trouve, même si ça reprend de plus belle avec des grosses batailles dans le 7e et 8e, quoique dans le 7e c'est limite. Voilà, c'est pas un manga parfait, c'est pas un manga qui a d'énormes défauts, c'est pas un manga ultra épique, ultra meilleur que tout, mais c'est un bon manga, très bon manga même, que je vous conseille. Voilà. Maintenant, on va passer un petit point sur le découpage, qui va me permettre une transition absolument prévue. Oui, parce que j'en ai même parlé sur Twitter, une news je faisais de l'insomnie. Maintenant, voilà, on va parler d'arts martiaux. Ceux qui sont pas intéressés, que vous voulez une critique de manga, vous pouvez vous barrer, voilà. Laissez un pouce bleu ou un pouce rouge ou vers le haut, vers le bas. Faites ce que vous voulez, abonnez-vous ou pas. Dites-moi d'aller me faire foutre ou pas. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, j'ai clashé ni One Piece ni Naruto, donc je devrais me prendre moins de pouces rouges sur cette vidéo. Normalement. Voilà, on va passer sur cette case qui me choque. Qu'est-ce qui va pas sur cette page, je veux dire. Qu'est-ce qui va pas sur cette page? Voilà, je pense que personne ne va le voir, enfin presque personne, mais il y a un mouvement d'art martial qui est très mal fait, et moi ça m'a choqué. J'aime pas du tout. Voilà, c'est cette case-là. Où on voit la nana, en fait, faire une prise, alors de judo, jiu-jitsu, pour ma part je l'ai vu vite fait en jiu-jitsu, mais c'est aussi une prise qui enseigne en judo, et elle finit la prise, les jambes fléchies. Et ça c'est pas bon du tout. Ça c'est pas bon du tout. Parce que quand tu fais cette prise-là, tu finis les jambes tendues. Hein, je vous explique, pour ceux qui n'ont pas fait d'arts martiaux, et je pense que ça peut être des choses intéressantes à savoir, parce que tout le monde sait que de toute façon, les otaku, ce sont des gros boulets, des gros obèses, avec des lunettes, avec plein de boutons d'acné sur la gueule, avec des cheveux longs, des cheveux gras, ils sortent jamais, ils ont pas d'amis, ils font pas de sport, donc pas d'arts martiaux, et ils se touchent sur du lolicon, donc voilà, et tout le monde sait que les otaku femelles, c'est la même chose, des grosses vaches, binoclardes, avec plein de boutons sur la gueule, des cheveux gras, et qui se touchent sur du yaoi, c'est exactement pareil. Là, je rigole, c'est des clichés bien sûr, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui fait des arts martiaux, et vous allez voir, je vais vous amener sur un truc que je peux vous apprendre, avec lesquels vous pourrez frimer. Le mouvement va pas parce que, en fait, ce mouvement, lorsque tu l'exécutes, tu plies les jambes, effectivement, mais à la fin, en gros, pour schématiser, pour que vous compreniez, à la fin du mouvement, tu tends tes jambes, tu te relèves, pour que ça fasse en fait une sorte de levier avec tes jambes, avec ton corps, avec ton dos, avec tes épaules, parce que c'est une projection d'épaules, pour pouvoir balancer ton adversaire, notamment quand tu es plus petit que lui. Là, ce qui est le cas, parce que la nana est plus petite que le mec. Donc tu ne finis jamais le mouvement les jambes fléchies. T'as aucune force, tu peux pas soulever ton adversaire. Parce que ce mouvement permet, en soi, de soulever et de balancer des adversaires qui sont plus costauds que toi. Oui, sans se fatiguer, en utilisant le levier de tes jambes et de tes épaules. Voilà, je vais vous montrer des petits japonais qui le font, ça c'est du judo. Vous allez voir, il y a même des ralentis, c'est trop bien fait, ils sont trop forts ces japonais, les jambes sont tendues. Allez, c'est parti. Voilà, ça c'est un mouvement bien effectué. Et donc c'est typiquement le truc qu'un auteur de manga ne peut pas savoir, parce que c'est connu qu'ils passent leur temps à leur bureau à dessiner et ils peuvent rien faire d'autre, donc ils font pas de sport. Mais moi ça m'a choqué, voilà, ça choquerait personne d'autre, enfin pas grand monde d'autre, à quoi que le judo est assez répandu en France. Donc voilà, typiquement le genre de mouvement qui me choque. Et ça me choque d'autant plus que c'est un mouvement de judo jujitsu, plutôt jujitsu en l'occurrence là. Et jujitsu c'est l'art martial à la base des samouraïs, C'était des techniques qu'utilisaient les samouraïs sur les champs de bataille, quand ils étaient désarmés, qui perdaient leur katana, etc. Tu vois où je veux en venir? C'est un art martial japonais. Alors qu'est-ce que ça fout dans un manga qui traite de l'Europe occidentale? Tu vois l'empreinte des japonais, quoi, ils n'arrivent pas à se défaire de leur culture. Voilà, ça c'était un fait intéressant à noter. Et on continue, on va parler de cette prise-là, Cette prise est ultra populaire, on la voit dans quasiment tous les mangas. Pourquoi? Alors deux raisons. La première, c'est que Dragon Ball l'a utilisé. ouais. Voilà un exemple. Bon, là, j'avais envie de vous montrer Krillin. Je sais que c'est n'importe quoi parce qu'il l'a fait avec un doigt, mais j'avais envie de vous montrer Krillin, voilà. Krillin, il est trop fort, il est trop badass, il est trop cool, il est trop rigolo. Regarde avec ses doigts, là, comment il est trop fun après avoir balancé son adversaire. Voilà, c'est Krillin, tu crois que mon avatar de Critique Mage, il vient d'où, Voilà, à partir du moment où Dragon Ball fait un truc, tous les autres trucs de baston vont le faire, Voilà, c'est bête, mais c'est comme ça. Ça, c'est la première raison pour moi. La deuxième raison, c'est que c'est un mouvement qui, en théorie, permet de contrer une attaque verticale. Alors, je dis bien en théorie, parce qu'en pratique, lors d'un vrai combat, tu tournes pas le dos à ton adversaire, c'est carrément suicidaire, Mais bon, en théorie, ça permet de contrer une attaque verticale. Ce qui est bien, donc ce qui peut être utilisé dans beaucoup de mangas, lors d'attaques verticales. Et aussi, une autre raison, c'est parce que c'est une prise terriblement spectaculaire. Souvent, tu peux être plus petit
que ton adversaire et le balancer, le retourner, le balancer, l'exploser contre le sol, c'est vachement spectaculaire. Voilà, c'est marquant. Et pour ma part, pour en avoir bouffé des tonnes et des tonnes de prises possibles, de projections imaginables, celle-là c'est la pire. Hein. Franchement, c'est la pire que j'ai pu subir. Hein. Ça t'explose le dos par terre, mais c'est un truc de fou, quoi. Franchement, dans la rue, je préfère me prendre un gros pain dans la gueule ou un coup de pied dans les couilles que me prendre cette prise-là et me faire exploser le dos, la colonne vertébrale, la nuque, la tête par terre, même si je sais chuter. Voilà, pas envie de finir au mieux aux urgences, au pire en fauteuil roulant parce que je suis paralysé parce qu'on m'a explosé le dos, ou au pire du pire carrément mort, hein, parce que cette prise elle est vraiment redoutable. Voilà, hyper spectaculaire. Et ça me permet d'amener une transition pour vous apprendre des choses, parce que c'est aussi ça Critique Mage, parce que là je suis un peu frustré de pas pouvoir vous apprendre les trucs sur la bataille en question, parce que ce serait spoiler le manga, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que l'auteur ne donne que son interprétation personnelle à lui. Ça me permet de vous dire que même si vous n'avez pas des notions de combat, même si vous êtes des paresseux qui font pas de sport, c'est pas bien, il faut faire du sport, quel qu'il soit, il faut faire du sport, c'est bon pour la santé. Pour votre santé, pratiquer une activité physique, je sais pas, mangerbouger.fr, c'est ce qu'il dit. Bref, même si on n'a pas de notion de combat, je peux peut-être essayer de vous enseigner quelques notions de logique qui vont vous permettre de frimer. Il faut juste essayer de se visualiser et dire qu'est-ce qui irait pas dans un combat. Qu'est-ce qui me gênerait dans un combat? Par exemple, les filles, essayez de réfléchir par vous-même, qu'est-ce qui vous gênerait vous et pas les garçons en combat? Et même les mecs, essayez de réfléchir. Vous allez me dire, ouais, les robes, c'est vrai que ça peut gêner, mais je vous parle pas de la tenue. Non, je parle des cheveux. Les cheveux longs, c'est une véritable gêne en combat. Hein, c'est une aberration, c'est n'importe quoi, tu peux les choper n'importe où, dans n'importe quelle position, n'importe quel angle, il suffit de tirer dessus pour soumettre ton adversaire, faut pas être, porter des cheveux longs, c'est un vrai calvaire, pour se battre en tout cas. Ça peut te gêner dans l'ordre des mouvements, lorsque tu donnes des coups, tu tournes, ça peut te gêner, ça peut t'arriver dans les yeux, tu peux y avoir du vent, ça peut t'arriver dans les yeux, ça peut te gêner lors de tes mouvements, franchement, un mec qui a les cheveux longs, tu peux le soumettre comme tu veux. Je dis ça, j'irai pas chercher Chabal, hein. Mais, en général, un mec qui a les cheveux longs, tu le soumets comme tu veux, quoi. Ouais, voilà. Et donc, cette petite logique toute simple vous permettra de dire que la prochaine fois que vous voyez dans une série une nana qui se bat avec des cheveux longs, détachés, c'est absolument n'importe quoi. Parce que, au pire, tu les attaches, au mieux, beaucoup mieux, tu fais un chignon, mieux, tu les rases, tu les rases très court, À ton avis, pourquoi l'armée, ils ont les cheveux courts, c'est une des raisons, c'est que ça gêne pour le combat, ça gêne pour plein de choses d'ailleurs. Donc la prochaine fois que vous voyez une série avec une nana qui, je sais pas, s'il va aller sur les scènes du crime pour chasser un malfaiteur, et qui se retrouve avec les cheveux détachés, les cheveux longs pour faire la jolie poupée, c'est n'importe quoi, et donc tu pourras frimer, Tu vois, t'imagines le plan, là, t'es un mec, là, t'es avec une nana, vous regardez des séries sur Netflix, ouais, t'as réussi à l'inviter chez toi, tu pourrais lui faire, ouais, mais c'est n'importe quoi, là, qu'est-ce qu'elle court avec des cheveux détachés, là, c'est pas utile pour le combat, elle risque de se faire soumettre comme elle veut, c'est n'importe quoi, etc. Tu vois, comme ça, tu lui bis, dans son inconscient, tu lui fais penser que t'es un mâle alpha qui sait se battre, tu vois. Et hop, tu l'as pécho. Donc voilà, si vous chopez des nanas grâce à moi, Critique Mage, faites-le moi savoir, j'en serais super fier. Puis après, vous m'invitez comme témoin à votre mariage, ça me ferait super plaisir. Je déconne. Voilà, ce sont des petits trucs qui vous permettront de frimer. Voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Par exemple, dans Star Wars, quand ils tournent sur eux-mêmes avant de donner un coup de sabre laser, c'est n'importe quoi, Voilà. La prochaine fois que vous pourrez regarder Star Wars, vous pourrez leur dire, parce qu'on a un martial réel, effectivement, tourné pour donner un coup de pied avec l'autre pied. Ouais! C'est cool, ouais, c'est tout à fait faisable, parce que ça permet d'avoir plus d'élan, plus d'explosivité, donc plus d'impact. Ça permet aussi de frapper sous d'autres angles, ça permet de frapper avec l'autre jambe, différemment, de surprendre plus ou moins l'adversaire, c'est largement utilisable. Mais dans Star Wars, quand on parle d'un combat de sabre laser qui, quoi qu'il arrive, peuvent tuer en un coup, ça sert strictement à rien. La puissance, elle n'est pas là, ça sert à rien. Quand ils tournent dans Star Wars, ils ne font que montrer leur dos, ils s'exposent pour rien, ils s'exposent à une mort certaine pour rien. Et l'angle que tu peux avoir en pivotant sur toi-même dans Star Wars, il suffit de tendre ton bras en diagonale, de le croiser, t'as le même angle. C'est exactement pareil, sauf que t'as pas tourné sur toi-même, t'as pas exposé ton dos, tu t'es pas exposé à une mort certaine. Donc voilà. C'est juste pour le spectacle, qu'ils tournent sur eux-mêmes. Mais c'est pas grave, c'est Star Wars, c'est l'univers, voilà, c'est le spectacle, c'est un show, c'est le cinéma, etc. Mais voilà, si vous voulez frimer, vous pourrez utiliser ce genre de choses. Donc voilà, des petits trucs logiques qui sont bons à savoir, même des tenues qui vont pas, et des choses que les gens qui bougent pas de chez eux pourront pas savoir. Voilà, et je pense apporter pas mal de choses, parce que vu le regard qu'on a sur la communauté otaku, j'en fais partie, je pense pas mal faire partie des otaku avec tous les mangas que je me farcis. Voilà, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, ça me permettra de relever des choses que personne n'a pu relever, comme d'habitude, comme pas mal de choses, parce que Critique Mage, c'est pas de la paraphrase de critique, référence à ma vidéo DBS 88, que par exemple, dans Berserk, parce que là on parle d'un assistant de l'auteur de Berserk, il y a des trucs qui vont pas, surtout au niveau de guts, pour le combat. Et quand je parlerai de Berserk, je m'attarderai notamment très longtemps, enfin pas très longtemps, mais assez longtemps, si j'en parle un jour, de son style de combat à l'épée, qui va pas.
Voilà. Mais ça, j'essaie de vous mettre un peu la hype pour que vous attendiez que je fasse une critique moi sur Berserk. Voilà, je terminé. Voilà, j'ai été assez concis sur le manga, à vous de le découvrir, à vous de me dire ce que vous en pensez. Enfin concis, je veux dire concis pour des critères critiques magiens, hein, parce que pour les autres vidéastes, c'est vachement trop long ce que je dis, hein. Critique-moi, tes vidéos sont trop longues, voilà. C'est court par rapport à d'habitude, on va dire. Ouais, et donc, voilà. Au moment où je m'enregistre, là, on est en train de se rapprocher des 500 abonnés, donc je sais pas si on les aura atteints avant ou après que j'ai sorti cette vidéo. Donc voilà, quoi qu'il en soit, je sortirai une petite vidéo rapide pour remercier les 500 abonnés, etc. Et présenter un peu, parler de l'avenir de la chaîne, une pause qui est à venir, une petite pause hivernale comme l'an dernier. Donc voilà, je vous tiens au courant dans tous les cas. Je vous dis à bientôt. Salut, salut.